Bonsoir à tous et bienvenue dans Yes Weekend, votre rendez-vous culturel de la semaine. Ce soir, nous recevons dans notre émission un chanteur de reggae français en tournée sur le territoire. Il s'agit de David Kérol. Sommaire. David Kérol est un artiste qui nous vient tout droit du Pays Basque. Cela fait déjà un bon moment qu'il compose ses propres textes et écrit sa musique. J'aime mon pays et je viens du Berbé. We gotta come along. It's been a mess, we've been in stress and been depressed for so long. Il fait son petit bout de chemin dans les pas des illustres icônes du reggae international. I'm gonna take the last bus home. L'un de ses derniers voyages, c'était en Jamaïque avant la crise du Covid. Et aujourd'hui, notre reggaeman français a posé ses valises sur le Caillou pour une tournée aux quatre coins de l'île. Comment s'organise une telle tournée à l'autre bout du monde et quelle expérience est-il venu chercher et vivre en Nouvelle-Calédonie? C'est ce que nous verrons avec lui. To be with you. Remember what we used to do. Dans une seconde partie, nous découvrirons le moment de Steph, une chronique dédiée à une exposition bien particulière sur les trésors du Pérou qui se tient actuellement sur Paris. À l'occasion des milliers de pièces rares ont voyagé jusqu'en France, mais vous allez voir, cette expo s'annonce avant-gardiste sur certains aspects, à découvrir dans cette émission. Mais tout de suite, nous avons le privilège d'accueillir David Kérol sur notre plateau. Bonsoir David. Bonsoir, merci de m'accueillir. Tu es bien installé? Je suis très bien installé. Écoute, je te propose qu'on commence directement par regarder un petit extrait. On était avec toi hier, on a fait des vidéos. Ça, c'est un de tes titres justement que tu as dû tourner en Jamaïque, en tout cas la vidéo. Ouais. Last Bus. Ouais. On regarde ça tout de suite, c'était à Bourail hier. I'm gonna take the last bus home. For the light that's gone out from someone I've known. I'm gonna take the last bus home. 'Cause I need to be with you, yeah. Remember what we used to do. I'm gonna listen to the songs that we knew, to the songs that bind me to you. Oh, then I take the last bus home. Then I take the last bus home. For the way you shot to me, to the places I needed to be. 'Cause the wheel is gonna turn, and the fire continues to burn. Oh, then I take the last bus home. Then I take the last bus home. Oh, time. Look around. Everything is crumbling back down to the ground. Et voilà pour ce petit extrait, tourné hier à Bourail chez ton ami Seb, Ouais. dans un endroit vraiment, enfin un lieu idyllique. Ouais, carrément. J'ai vraiment connecté direct quand je suis arrivé là-bas. Magnifique. Et, Seb, c'est un ami à moi de longue date. C'est un des premiers à avoir fait jouer au Pays Basque. C'était Alors, magique d'arriver là. Ça fait une dizaine de jours que tu es arrivé. À tes premières impressions quand tu as mis le pied en Nouvelle-Calédonie, qu'est-ce que ça a été? J'ai senti un truc assez fort en fait. Le premier pied, vraiment, sorti de l'avion et tout, il y a un truc, je sais pas, puissant dans la terre ici et dans les humains aussi. Et c'est vrai que les connexions qui se sont faites assez vite avec les artistes, les gens ici, des discussions assez intenses et passionnées en fait. Alors je sais pas si c'est le fait que j'ai été amené à rencontrer des artistes directement et de connecter Ça, avec eux. on en parlera après. Mais en tout cas, tout ça, ouais, j'ai senti Bonne quelque énergie. chose de fort, quoi. Ouais, quelque chose de fort et qui, voilà, je pense que j'étais nourri à ça aussi au Pays Basque, donc ça connecte, quoi. Là, tu arrives seul avec ta guitare, pas de groupe, pas de bande?
Personne. Bah non, justement, j'arrive avec les connexions d'ici et c'est justement ces personnes-là qui vont m'accompagner sur scène, à la fois en DJ set et puis aussi des fois j'étais en acoustique tout seul. Ouais. Comment ça se passe? Comment on arrive à l'autre bout du monde comme ça? Enfin, je veux dire, tu as pris des contacts, tu as un agent, comment ça s'est passé? Non, ça s'est fait. Je crois pas. Je crois au signe de la vie, au hasard. Le hasard, j'y crois pas trop. Mais en tout cas, c'est des connexions déjà qui existaient depuis longtemps, qui étaient là. En fait, c'était quelque chose de naissant. Ouais. Et grâce, justement, je parlais de Seb, en fait, qui est un ami de longue date, et qui voulait me faire venir ici depuis longtemps. Et puis là, en février, fin de Covid, il me dit David, tu veux venir? Je suis OK. Et puis il a connecté lui avec Steel Rim et avec Charles Gigno, qui était aussi dans la connexion. Et toutes ces personnes-là ont mis tout en œuvre pour me faire venir. Et je pense que le fait aussi que je passe en radio ici depuis quelques années, enfin depuis 10 ans avec certains singles, tout ça a généré quelque chose et me voici. C'est un travail de réseau, quoi. Complètement. Ouais. T'avais déjà entendu parler de la Nouvelle-Calédonie avant de venir ici? Ouais, à fond, bien sûr. Non, je connaissais bien. Puis je sais qu'il y avait pas mal de connexions. Je connaissais pas mal de gens du Pays Basque qui étaient venus s'installer ici. Voilà, notamment Seb, dont je parlais. Puis même dans ma famille aussi, il y a des gens qui sont venus s'installer ici. Donc c'est quelque chose. C'est un endroit que je connaissais. Je connaissais pas bien la culture. Donc voilà, là, je découvre au fur et à mesure l'histoire, la culture, les langues aussi. Et puis voilà. Et puis je pense la passion que les gens mettent dans cette terre aussi. T'es venu découvrir tout ça. Tu as déjà fait des concerts, tu as un petit peu commencé la tournée, si on peut dire ça comme ça? Ouais, j'ai fait 3 concerts en acoustique la semaine dernière. Qui sont super bien passés, c'était vraiment génial. Et j'ai pu déjà commencer à partager, chanter avec des gens, faire monter certains artistes sur scène aussi. Tu vas jouer aussi dans le Nord, tu vas jouer aussi dans les îles. Ouais. Ça, on en parlera après, mais avant de passer à la suite, je te propose qu'on regarde un second extrait. Et là, c'est la rencontre avec Fab de Ayanai. On regarde ça tout de suite. So they be bright them. On revient encore. With the guns, spare parts and money. Après, Oui. Moi, je voulais faire Well, what we know now. Dans la version commerciale. Merci. This is my invitation. I got the special vacation. I need your concentration just to feel your vibration. I got C'est un honneur de travailler avec des gens comme ça de l'extérieur et puis de pouvoir partager. On a les mêmes passions, le reggae, Bob Marley, la musique, les bonnes vibes. Du coup, ça s'est fait vraiment naturellement. Quand les artistes ils sont disponibles, ils sont accessibles et tout, puis ils ont un peu plus de temps au pays, forcément ça nous permet d'avoir des connexions avec eux, de pouvoir des fois les emmener dans des endroits, avoir plus le temps de faire la musique ensemble, de partager quoi au final. Donc non, c'est vraiment cool quand ça se passe comme ça et puis que c'est facile, que c'est accessible quoi. Les musiciens sont bien partagés aussi avec David, donc franchement ça s'est bien passé et puis. Non, en tant que musicien, c'est ces genres de moments-là qu'on aime bien. C'est un artiste qui me fait penser tout de suite à cet univers-là, avec la voix, avec le grain de voix qu'il a aussi. Ça me fait penser beaucoup au fils Marley, à Bob Marley, à cet univers. Et c'est vrai que c'est pas souvent qu'on tombe sur des chanteurs vraiment qui ont la voix, le grain pour bien reprendre l'artiste. Même si à chaque fois que pour les autres artistes ils revisitent, c'est original aussi, c'est frais. Là c'est vraiment, on voit que le grain de voix s'y prête vraiment bien au style musical et tout. Donc non, ça passe crème, franchement. C'était bon ça. Alors cette rencontre avec Fab, avec Ayanai, ça a fonctionné l'alchimie, on sent que... Ouais, c'est ce qu'il dit en fait, c'était hyper naturel d'entrée de jeu. Je sais même plus où c'est qu'on s'est... Parce que j'ai l'impression que je le connais depuis longtemps en fait. Je suis arrivé la semaine dernière mais j'ai l'impression qu'on se connaît depuis longtemps. Et la connexion s'est faite direct. Et puis le studio, après avec les musiciens et Ayanai, le sourire, il y a vraiment un partage quoi. Et il a une super équipe, des super musiciens. Et je me suis régalé, les répètes qu'on a faites là, pour les prochains concerts, ça va être... Donc j'ai hâte de prendre la scène avec eux. Demain, ça va être dingue. Donc voilà, et puis après on s'est retrouvés aussi ensemble chez lui. Et on a commencé à travailler ensemble sur d'autres projets quoi. Alors Ayanai, son groupe, son band et lui-même, ils ont été à la hauteur de ce que tu attendais?
Ah bah ouais, bien sûr. Ah non, c'est un super groupe. C'est en termes de qualité que je dis à la fois humaine. C'est ça aussi. Parce qu'en fait, le reggae, c'est pas qu'une manière technique de voir les choses. C'est aussi un ressenti. Hein. Donc c'est vraiment celui qui le sent le sait. Et c'est vraiment ça. Et eux, ils le ressentent quoi. Donc on ressent la même chose. On est sur la même fréquence. Donc à partir du moment où les fréquences sont alignées, ça peut bien se passer quoi. Comme les planètes. Et tu as l'habitude de partager comme ça, de faire ce genre de projet quand tu es en voyage pour la musique? Pas toujours, mais c'est vrai que les derniers voyages que j'ai fait, notamment à la Jamaïque, j'ai fait beaucoup de rencontres et de partage, de connexions avec des artistes là-bas. Donc ça a été vraiment quelque chose de puissant et vraiment aussi naturel et sincère. C'est-à-dire que c'est des amitiés et après des connexions musicales qui se sont faites. Et puis je travaille beaucoup, je fais beaucoup d'ateliers d'écriture un peu partout en France et dans le monde avec des établissements scolaires, des personnes qui sont en difficulté. Ok. Excellent. Donc c'est quelque chose que j'ai l'habitude de travailler avec les autres, mais là c'est un autre exercice et puis c'est la première fois que je pars peut-être aussi loin de chez moi parce que je suis quand même à l'opposé, c'est quand je regarde mes pieds, c'est de l'autre côté quoi. Et c'est génial de me dire que je suis dans le Pacifique, en Nouvelle-Calédonie, que je partage avec les artistes ici et que malgré tout on a au final une culture commune qui est celle du reggae, de la musique et un langage commun en fait. Puis Fab c'est le langage du cœur aussi quoi, c'est pas que la musique, c'est quelqu'un d'ancré à la fois spirituellement et humainement en fait. Mais moi ça me parle, c'est quelqu'un de humble et moi j'admire ça, l'humilité, c'est droit quoi. Et musicalement, à quoi est-ce que tu t'attendais? Parce que par exemple les Antilles sont connus pour le dancehall, ici comment tu as trouvé la vibe si je puis dire? En une semaine je peux pas dire que j'ai tout capté de la Nouvelle-Calédonie, de la culture kanak aussi, parce que je sais qu'il y a le kaneka, il y a plein de choses, il y a des traditions musicales ici, mais je veux pas dire de bêtises, donc je vais pas trop m'aventurer là-dedans. En tout cas, les connexions à travers le reggae, le hip-hop, le dancehall, elles sont là aussi. Et c'est quelque chose que je vois qui est vraiment présent ici. Et moi j'ai grandi avec le hip-hop aussi, donc je vois qu'il y a ça qui est vraiment présent. Et donc ça c'est encore une fois un langage commun. Et en tout cas, il y a des artistes de dingue, quoi. J'en connaissais certains, moi, de loin, quoi, en fait, de mon regard d'Européen, on va dire. Et là, je découvre d'autres artistes, comme Loigné ou comme ça, que j'ai trouvé super. Enfin, même les personnes avec qui travaille Fab, qui sont d'excellents artistes. Et côté marketing, comment ça se passe? T'as un label qui te suit? Comment tu finances tes voyages? Non, alors, en termes de financement, en fait, moi j'ai mon label propre qui s'appelle À Ce Jour, qui est ma structure avec laquelle je produis mes disques. Tu t'autoproduis? Voilà, je produis à la fois mes disques et aussi je produis aussi mes interventions, mes projets scolaires à l'étranger. Donc c'est ma structure. Et à côté de ça, je travaille avec des partenaires. Là, j'ai travaillé avec Steel Dream, qui a été vraiment le maître d'œuvre de cette tournée, quoi, hein, qui a à la fois géré les financements, les déplacements. Et ils ont fait ça super bien. Et franchement, je les remercie parce que ça a été un travail qui est pas forcément facile, hein, parce que faire venir un artiste d'étranger, c'est pas rien, quoi. Donc je reconnais le travail et je suis vraiment reconnaissant de il y a les billets d'avion, c'est loin. Ouais, c'est ça. Non, il y a plein de choses à prendre en compte. Puis bon, c'est déplacements, il y a des aléas, des fois aussi avec le timing, donc voilà quoi. Mais c'est des partenaires qui ont permis aussi que je sois là aujourd'hui. Ça marche. Et je suis bien sûr ravi d'être là quoi. Ok. Je remercie d'ailleurs la Nouvelle-Calédonie et tous ceux qui nous regardent aujourd'hui pour ça. Écoute, on va passer à une chronique, hein, on fait une petite pause, on se retrouve juste après. Enfin, en fait, on va participer, mais c'est le moment de Steph, on regarde ça tout de suite. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir Mathieu, bonsoir David, bonsoir à vous à la maison. Alors, mystérieux temple Maya, cité romaine enfouie ou encore trésor de l'Égypte ancienne. Donc tout cela m'a toujours fasciné et c'est donc pour ça que ce soir j'ai décidé de vous parler de cette exposition, le Machu Picchu et les trésors. Ça va y aller. Et les trésors donc du Pérou qui se tient en fait depuis le mois d'avril à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine à Paris. Donc c'est une belle manière de mettre en lumière cette région andine, hein, l'un des plus fascinants berceaux de civilisation. Cette exposition exceptionnelle, en fait, elle retrace 3000 ans de civilisation précolombienne jusqu'au mystère bien sûr du Machu Picchu, cette cité mystérieuse construite et abandonnée en moins d'un siècle. Alors à travers donc plus de 190 objets issus des plus grands musées péruviens réunis pour la première fois à Paris, les visiteurs découvrent ainsi les traditions, je dirais, des sociétés de l'ancien Pérou. Donc
Ensuite, vous avez, bon voilà, par exemple, vous avez un masque funéraire, vous avez aussi la tunique, donc la tenue du dirigeant. En fait, c'est une collection d'or et d'argent. C'est la plus impressionnante jamais exposée. Il faut savoir que certains de ces objets n'ont jamais quitté le Pérou. Donc c'est vraiment une grande première. Et puis en prime, eh bien, il faut savoir que cette exposition que vous pouvez découvrir jusqu'au mois de septembre, eh bien, les visiteurs sur place, grâce à ces fauteuils en fait en mouvement VR, ils peuvent découvrir virtuellement donc ce site magnifique, exceptionnel. Donc, David, tu as beaucoup voyagé, mais le Machu Picchu, tu connais? J'imagine. Ouais, alors c'est dingue hein, que vous fassiez une émission. Tu es allé? Non, mais c'est au Machu Picchu que j'ai pris ma décision que je serais musicien un jour. Oh, Non, c'est sérieusement? dingue que vous montrez ça. Quelle coïncidence! Je me suis juré que je ferais plus que de la musique dans ma vie là-bas, à cet endroit-là. Comme quoi. Là, c'est un truc de fou quand même. Moi, j'étais là, mais j'ai dit, c'est pas possible. Ils auraient pu chez ma bio, il y a un truc quoi. Et en tout cas, la musique est sympa, moi j'aime beaucoup. Oui, bah moi aussi, hein, écoute, ça va bien avec le cadre. Ah, mais j'adore. Ah ouais, en donc fait, je suis né avec. Je peux parler? Vas-y, bien sûr. En fait, je suis né, en fait, mon parrain m'a offert un toumi. Un toumi, c'est un couteau de célébration péruvien. Et je suis né avec ça, et j'ai grandi avec ça. Et quand je l'avais perdu, et je me suis juré de repartir au Pérou quand j'étais ado pour racheter un toumi. Et donc le Pérou, ça m'accompagne depuis tout petit, depuis ma naissance en fait. Voilà. Eh ben, bien vu, Stéphanie, merci à toi. Merci à vous. Merci à toi, Stéphanie. En parlant de voyage, comme je l'ai précisé dans le sommaire, tu es allé en Jamaïque plusieurs fois. Quel genre d'aventure c'était? C'est assez magique en fait. Alors, c'est très long à raconter, mais la première fois que j'ai été là-bas, ça a été fou parce que je suis parti sac à dos sur un coup de tête comme ça, et puis voilà, je savais pas trop où j'allais, mais je voulais découvrir. C'était un rêve de gosse, et je voulais rendre quelque chose, donner quelque chose à la Jamaïque, parce que la Jamaïque pour moi a donné un métier. Et donc je me suis rendu à l'Alliance française pour leur expliquer que je faisais des ateliers d'écriture et que 2 de mes chansons aussi servaient d'apprentissage à langue française dans les instituts français et les alliances à l'étranger. Et donc j'aurais parlé de ça, et ils m'ont dit mais c'est super, faisons des ateliers d'écriture dans les collèges et lycées chez nous. Ah ouais. Et à ma surprise, moi j'étais vraiment en mode vacances quoi, donc ça a fait un buzz, et je me suis retrouvé en l'espace de 2 semaines du coup au JT national et dans la presse, et c'est ça qui a permis que je link avec plein de monde là-bas, et que je rencontre plein de gens qui ont permis que par la suite j'enregistre mon album et tout ça. Donc c'est une île qui est connectée aussi comme ici. Ouais. Pour moi la Jamaïque c'est une grande antenne qui chope beaucoup de connexions. Je pense qu'il y a des synchronicités qui sont assez folles. Donc, il y a des similitudes avec ici, t'as trouvé ou... Oui et non, il y a quand même quelque chose, mais c'est quand même très différent. Et il y a même les paysages, même les arbres, tout ça, même si c'est deux belles îles, c'est vraiment assez différent dans l'énergie, mais il y a quand même un truc fort, mais c'est pas la même chose pour moi. J'imagine que pour un chanteur de reggae, ça a dû être un voyage initiatique aussi. Et tu as dû rencontrer du beau monde. Hein. On le voit même là, tu as participé à un concert, un hommage à Dennis Brown, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. Qui était quand même le prince du reggae après Bob Marley. Quoi. Ça a été dingue là, parce que je pensais pas, là, c'est le Reggae Month, c'est un des événements les plus gros du Reggae Month en Jamaïque. C'est celui qui clôture le Reggae Month. Et je me retrouve du coup avec Daisy Jones, le batteur de Dennis Brown, le guitariste de Buju Banton. D'accord. Le claviériste de Dennis Brown aussi. Ah ouais. Et en fait, j'étais le premier étranger à être invité sur cet événement. En fait, et donc derrière, backstage, juste après moi, il y a Julian Marley qui passe. Avant ça, il y a Samory et il y a Big Youth, et il y a tout le monde quoi. Incroyable. Et je me retrouve là, et il me présente, et je me souviens, la dame elle m'a dit, la Jamaïcaine qui s'occupait de moi, elle m'avait trouvé en fait dans un petit concert que je faisais dans une rue. Elle me dit, toi, il faut que tu joues ailleurs. Et elle me dit, tu seras un pionnier. Et elle m'a mis sur cette scène, et j'en croyais pas mes yeux, quoi. Parce que là, devant, en fait, il y a 50 000 personnes, quoi. C'est un truc de dingue. Hein. C'est de la folie. David, je te propose qu'on regarde une dernière vidéo, hein, pour faire partager ça aux téléspectateurs. On regarde ça tout de suite. C'était avec Fab de I and I. We're gonna have a soul shakedown party tonight. Gonna have a soul shakedown party, alright. The way you're loving me, well it's alright. When you put your arms around me, when you hold me tight. Well, this is my invitation. I got a special vacation. I need your concentration just to feel your vibe.
vibration. We're gonna have a soul shakedown party tonight. Gonna have a soul shakedown party. Alright. Alright, Yeah. alright. Yeah, Jane is in the backyard. Boy, you're doing the outside dance. Yeah. From telling me it's another day. My, if it get to change. Well, This is my invitation. I got a special vacation. Yeah. I need your concentration just to feel your vibration. Gonna have a soul shakedown party tonight. Hey, we're gonna have a soul shakedown party. Alright. Voilà, une petite parenthèse de ce que vous allez découvrir si vous allez au concert de David Kerol avec Ayana et Fab en hommage à Bob Marley. David, tu as toujours été chanteur? Non, après. Tu as eu d'autres métiers avant? Plus ou moins, ouais, j'ai vite fait, mais ça a été très vite fait. Ok. Non, j'ai fait des études quand même qui m'ont amené au final à faire le choix de la musique quand même. Ah ouais, t'as quand même fait des études dans la musique? Non, pas du tout. Ah, pas du tout. Mais ça m'a tellement dégoûté que j'ai fait de la musique. D'accord. Non. Ouais, comme beaucoup. Faut tout dire, hein, pour être franc, j'ai fait des études de compta et désolé pour tous les comptables qui me regardent, mais ça m'a pas passionné du tout. Et donc à la fin des études, j'ai dit non, à ma mère, j'ai dit non, mais je ferai de la musique. Et ça a été, j'ai fait quelques petits boulots, mais voilà. Où t'aurais été si t'avais pas fait de la musique aujourd'hui? T'aurais fait quoi? En fait, à la base, quand j'ai eu mon bac, en fait, je voulais pas faire d'études et je voulais être disquaire. Parce que moi, j'étais tellement passionné. À la base, moi, je suis un mélomane. Je suis pas un chanteur ni quoi que ce soit. C'est venu sur le tard, en fait. Hein. Moi, j'ai appris tard la musique. J'ai tout découvert par moi-même. Je suis autodidacte de A à Z. Et donc, ouais, je pense que j'aurais été disquaire. J'aurais eu un shop de reggae comme on trouve à Londres ou à Kingston, quoi. À vendre des 45 tours accrochés au mur et à me passionner de collection et tout ça. Ouais. Et de nos jours, comment est-ce qu'on se fait une place dans le gratin du reggae français? Il y a quand même beaucoup de gens, il y a quand même beaucoup de médias, il y a Internet. Ça ne doit pas être évident d'émerger tout ça? En fait, moi, j'ai jamais été, on va dire, dans le gratin du reggae français, dans le sens où j'ai toujours été un peu en marge. Ouais. Parce que mes 2 premiers albums, en fait, moi, j'ai beaucoup métissé ma musique au départ. D'accord. Je faisais une sorte de soul reggae mélangé à de la chanson et tout ça. Donc, j'ai mélangé beaucoup de choses. J'aimais le reggae, mais je voulais faire autre chose au départ. Et donc, j'étais, je pense, pas assez reggae pour le reggae français, mais j'étais trop reggae pour le reste de la musique en France. Donc j'étais entre deux, quoi. Et puis la vie m'a rappelé, le reggae m'a rappelé, quoi, comme voilà, sur mon chemin, et ça s'est fait naturellement. Et là aujourd'hui, oui, en effet, je fais partie de cette scène-là. Et en fait, je me dis que chacun a sa place. Moi, j'ai la mienne. Je fais mon chemin. Il faut la trouver. Pas trop, en fait. Ouais. Mais en fait, il y a des artistes qui sont tellement médiatisés, qui ont fait tellement de vidéos. Ouais, mais en fait, il y en a beaucoup qui ont peut-être beaucoup plus d'exposition que moi. Ouais, c'est ça. Mais en fait, je vois la musique d'une manière assez spirituelle, mystique, Ouais, en fait. C'est pas un business pour toi. Et en fait, même si c'en est un vraiment, parce que c'est ça qui me fait vivre, en fait, je rate pas ça comme ça et je vois un chemin, en fait, et c'est celui-là que je suis. Après, peut-être que je réponds pas à tous les codes que la société moderne et le capitalisme veut, quoi. Mais ça tombe bien, je suis pas de ce monde-là. David, notre émission arrive presque à sa fin. Ouais. On regarde une dernière rubrique, c'est l'agenda culturel. On regarde ça tout de suite. Ok. Après la fête de la mer à Poum le week-end dernier, on poursuit sur cette lancée avec la 11e édition de la fête du poulpe dans la commune de Thio. Demain, dès 8h, les habitants du district de Borandi vous attendent sur le site de Nefasia. Sur place, vous pourrez profiter des divers stands de fruits de mer, de produits vivriers et d'artisanat. Pêche au poulpe sur le platier ou encore lancer d'éperviers seront également au rendez-vous. Un mets de choix qui va vous en mettre plein les yeux mais surtout ravir vos papilles. Enfin, après le poulpe, c'est au tour du crabe d'être le roi de la fête, mais cette fois-ci à veau. Demain, de 16h à 22h, les pêcheurs et les producteurs de la commune vous attendent au marché communal. Fruits de mer, produits locaux et bien d'autres surprises vous y attendent. Une journée qui fêtera également les papas, tout cela dans une ambiance festive. J'en profite d'ailleurs pour vous souhaiter, messieurs, une très bonne fête.
Merci pour les papas. Bon, notre émission arrive à sa fin. David, les prochains projets après la Calédonie, qu'est-ce que tu fais après être passé ici? Là, je rentre à Paris, j'ai quelques répètes, des festivals cet été. Voilà, et puis je vais repartir sur la route aussi à la rentrée. L'album que j'enregistrerai en Jamaïque devrait sortir pour la fin de l'année. Oh, du lourd. Ouais, il y a pas mal de projets aussi annexes, et puis j'ai aussi un autre projet auquel je participe, auquel Judy Momoa de la choriste de Bob Marley m'a convié. Juste ça, quoi. Et qui m'a convié à un album, enfin c'est pas un album, c'est un projet de réenregistrement des chansons de Marley, des versions live et des morceaux qui n'ont pas été finis par Marley et les Wailers à l'époque. Et donc j'ai eu l'honneur, vraiment le grand honneur d'avoir été convié à ce projet, d'être aujourd'hui le chanteur lead aux côtés de certains des Wailers. Donc j'ai déjà enregistré plusieurs titres pour ce projet-là, donc ça devrait sortir aussi bientôt. Affaire à suivre. Les prochaines dates où on te retrouve? On me retrouve demain à la Barca à Nouméa. Ok. Après on se retrouve le 24 pour un concert au complexe culturel de Koné, avec Fab et ANI pour un tribut de Marley aussi. Super. Et puis on finira à Lifou, apparemment c'est magnifique, donc le 25 à Lifou en mode DJ set avec Jive, Lux et tout ça, donc ça va être cool. Un grand merci à toi. Merci beaucoup. Et puis merci Calédonia, merci infiniment. Merci à Nouvelle-Calédonie aussi. Merci à tous en tout cas de nous avoir suivis sur Calédonia. Notre émission est finie. On se dit à la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien.